Alors depuis hier, l'opposition sénatoriale pointe les risques d'inconstitutionnalité. Le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe peut-il être retoqué par le Conseil constitutionnel? On en parle avec nos invités ce soir. Anne Levade, professeure de droit public à l'Université Paris-Est Créteil, et Anne-Marie Lepourrier, professeure agrégée de droit public à l'Université de Rennes 1. Merci à vous d'être sur ce plateau. Alors, on a vu que cet après-midi, la motion en fait, d'irrecevabilité avait été rejetée au Sénat. Mais un des arguments avancés hier notamment par le doyen Gélard, c'est que le mariage fait valoir des principes fondamentaux de notre Constitution et qu'il ne peut être remis en cause que par une révision de la Constitution. Votre avis, Anne Levade, sur ce point ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut dire que depuis le début du débat sur le mariage pour tous, on fait une place très importante au droit, qui parfois, d'ailleurs, est une place un peu discutable. J'en donne juste un exemple, mais je vais évidemment répondre à votre question. C'est qu'on a beaucoup défendu l'idée que le mariage pour tous était finalement une nécessité juridique au nom du principe d'égalité, alors que de mon point de vue, c'est d'abord un choix politique, ce qui est éminemment respectable. Mais donc, il faut faire attention à la place du droit. Après, il est classique, dès lors qu'on débat d'un texte de loi, qu'on s'interroge, et de plus en plus, sur sa constitutionnalité. Et il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de savoir si effectivement le mariage entre un homme et une femme pouvait être considéré comme ayant une valeur constitutionnelle, quand bien même ça ne serait pas même expressément écrit aujourd'hui dans le Code civil. De mon point de vue, on a une réponse qui a été donnée par le Conseil constitutionnel, puisqu'il s'est prononcé au mois de janvier 2011 sur la question, et il nous a dit très clairement qu'en l'état actuel des choses, il n'y avait pas de motif juridique d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe, mais disant cela, il a aussi ouvert la voie, s'il le souhaite, au législateur, puisque le raisonnement du Conseil constitutionnel est de dire qu'il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur. Donc, en clair, c'est un choix de société qui ne, de mon point de vue, déclenchera pas une déclaration d'inconstitutionnalité sur son principe. Une autre chose peut-être est celle des modalités. Anne-Marie Lepourrier, est-ce que le législateur peut toucher au mariage ? Alors, est-ce qu'il le peut ? Deux choses. Le Conseil constitutionnel et la Constitution, d'autre part, ne sont pas deux choses pareilles. Si le Conseil constitutionnel décide de pratiquer une politique de self-restraint, comme disent les Américains, c'est d'autolimitation du genre c'est trop lourd, c'est trop brûlant, je ne vais pas là-dedans, je laisse faire. Je n'ai pas un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement. Courage, fuyons. Bon, ben dans ces cas-là, il ne contrôle pas. Est-ce que maintenant, il y a des arguments constitutionnels contre le texte ? Oui, quand le garde des Sceaux dit c'est une réforme de civilisation, vous imaginez que la Constitution et le Code civil d'un État ne peuvent pas être étrangers à la civilisation que véhicule cet État. Hein. Donc, par définition, il y a des arguments constitutionnels qui pourraient s'opposer au texte. Est-ce que le Conseil constitutionnel veut le faire ou pas ? Ça, c'est sa politique jurisprudentielle. Mais bien entendu, il y a moult Alors, quels sont-ils, ces arguments, justement ? Il y en a beaucoup. D'abord, il y a des arguments, je dirais, presque supra-constitutionnel, parce que c'est vrai qu'une réforme de civilisation, le mot, elle l'a dit, le garde des Sceaux, ça veut dire quelque chose d'énorme. Bon, donc c'est énorme, et on a une déclaration de 89 qui quand même consacre les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, une charte de l'environnement qui a, dans le préambule de la Constitution, voulu traduire ce qu'on appelle l'écologie humaniste, très, très à la mode à l'heure actuelle, c'est-à-dire un sens de l'écologie au service de l'homme et du lien de l'homme et de la nature. C'est une réaffirmation encore de 1789. Donc il y a déjà des grands principes d'anthropologie. Et puis, il y a aussi, tout simplement, que depuis que la République existe, bien entendu, mais sûrement beaucoup plus, la République de Platon, même on pourrait remonter à elle, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, et que la filiation, ça suppose un père et une mère. Bon. Donc, par définition, père de même sexe, ça n'a pas de sens. Ou mère de même sexe, ou des parents de même sexe, ça n'a pas de sens. Anne Levade, est-ce que vous êtes d'accord ? Le mariage, union entre un homme et une femme, c'est un principe fondamental, ce n'est pas explicitement écrit dans la Constitution. Alors, de mon point de vue, non. Et c'est pour ça que je faisais une différence tout à l'heure en évoquant le principe même de l'ouverture du mariage à des personnes de même sexe et la question des modalités. Parce que la particularité de ce texte, c'est qu'il porte sur deux objets. On a bien vu qu'il y avait des objets qui avaient été écartés. Je ne suis pas sûre qu'il le soit en réalité, mais j'y reviendrai peut-être après. Il y a le principe de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Je crois que, compte tenu de
Anne-Marie Le Poirier parlait de self-restraint, mais compte tenu de la manière dont le Conseil constitutionnel raisonne depuis qu'il existe, c'est-à-dire le fait qu'il considère qu'il statue en légalité, c'est-à-dire sur la base du droit, et non en opportunité, c'est-à-dire pas sur le choix politique qui est fait d'ouvrir, par exemple, le mariage à des personnes de même sexe. Je pense qu'il devrait dire que le principe ne pose pas de problème parce que, de mon point de vue, effectivement, il n'y a pas de principe constitutionnel au terme duquel le mariage serait nécessairement entre deux personnes de sexe différent. En revanche, ce qui, dans la loi ouvrant le mariage du même sexe, ensuite est prévu, c'est notamment la question de l'adoption et notamment des conditions dans lesquelles cette adoption pourrait être pratiquée. Et là, sans doute, mais on le voit déjà, on relève des modalités et des conséquences du principe. Sans doute, sur ce terrain-là, il peut y avoir des discussions en termes de constitutionnalité. Alors justement, sur ces questions d'adoption, en fait, il faudrait peut-être se limiter à une adoption simple et non pas une adoption plénière. C'est ça qui pose problème, selon vous? Je ne suis pas certaine qu'il y ait on peut dire, il y a une différence de degré. C'est bien pire une adoption plénière, puisque comme ça coupe l'état civil existant pour en refabriquer un complet, là, on sera dans l'artificialisme total. Mais ceci étant, je crois que de toute façon, dans un système d'adoption simple, l'enfant aura quand même de mère ou de père. Hein. Bon. Donc, en tout état de cause, on reste... je ne suis pas certain. Ça peut être une transaction politique que le politique négocie en disant on va couper la poire en deux, on va garder l'adoption simple mais on ne prend pas l'adoption plénière. Je veux bien, mais les principes sont quand même atteints dans les deux cas. Un enfant, dans le cas d'une adoption simple, aura bel et bien deux parents de même sexe également. Anne Levade, pour vous, est-ce qu'il faut justement peut-être se limiter à une adoption simple pour les couples homosexuels pour éviter d'être un retoquage du Conseil constitutionnel ? Alors, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la question de l'adoption, de mon point de vue, n'est pas aujourd'hui suffisamment étoffée. Ça n'est pas un reproche, c'est simplement en lien avec les textes qui lui ont été soumis pour qu'on puisse avoir une idée très claire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence, comme le disait Anne-Marie Le Poirier, entre l'adoption simple et l'adoption plénière en termes de degré, et que cette différence en termes de degré a une incidence sur la persistance ou la disparition de la filiation naturelle, la filiation biologique. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'argument de l'artificialisme pourrait conduire à ce que le Conseil constitutionnel estime, notamment au droit de l'accès aux origines, etc., où là, il y a un principe constitutionnel, qu'il y a des difficultés. Est-ce que ça conduirait à une inconstitutionnalité telle qu'elle? Je ne sais pas, pour la bonne et simple raison que le texte n'étant pas encore définitif, il faut voir comment les choses seront rédigées. Il faudra être attentif aux amendements du Sénat sur cette question. Évidemment, et il ne faut pas oublier que le texte ensuite va repartir aussi à l'Assemblée. Et on voit bien en plus, par chambre, voilà, on voit bien en plus qu'il y a eu une attention visiblement très forte et soutenue des sénateurs sur la qualité rédactionnelle du texte. Il y a d'autres points d'ailleurs, hormis la question de l'adoption, la question par exemple de ce qu'on a appelé la disposition Balai, c'est-à-dire une disposition qui dirait que dans tous les cas où l'on parle du mariage, finalement, ça vise le nouveau mariage, pour faire simple, alors que dans une première version qui a été rétablie par le Sénat, on liste l'intégralité des articles concernés. Donc tous ces points-là sont liés avec un risque, un doute sur la constitutionnalité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Conseil constitutionnel aura aussi nécessairement, en fonction de la manière dont le texte est rédigé, une marge qui est soit de déclarer l'inconstitutionnalité telle quelle de certaines dispositions, soit de formuler des réserves d'interprétation. C'est-à-dire d'une certaine manière... Il y a eu des recommandations déjà du Conseil d'État. J'ai entendu des sénateurs hier qui n'étaient pas contents sur l'étude d'impact aussi. Oui, bien sûr, mais on a réussi à avoir des morceaux de l'avis du Conseil d'État. Il a trouvé l'étude d'impact tout à fait insuffisante. Et moi, je peux vous dire que l'étude d'impact vise, par exemple, quelques conventions internationales auxquelles la France est partie, mais elle laisse de côté une multitude de conventions internationales avec lesquelles le texte va avoir des problèmes de compatibilité, si vous voulez. Et donc là, manifestement, l'étude est insuffisante, mais à un tel point que le gouvernement, en commission, a déposé un amendement renvoyant la coordination à des ordonnances ultérieures. C'est dire qu'il reconnaît que le texte, et au nom de l'intelligibilité de la loi, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'en l'état, elle ne sera pas intelligible juridiquement. Hein. Mais une petite chose qui est importante, c'est que le Conseil constitutionnel, il faut que les gens sachent bien, n'applique pas que des principes qui sont écrits noir sur blanc dans un texte. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ne sont pas écrits dans la Constitution. C'est le Conseil qui les dégage, qui va les chercher dans des lois républicaines. Alors, la question est de savoir si toutes les lois qui se sont succédées depuis la Révolution française sous les régimes républicains, qui consacrent la filiation père-mère et le mariage homme-femme, est-ce que le Conseil juge que c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ou que c'est pas? Et ça, c'est discrétionnaire.
Il fait ce qu'il veut. Là, le régime alsacien-mosellan, à la stupéfaction générale, il en a fait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. On ne s'y attendait pas vraiment. Bon. Donc il faut dire une vérité, c'est que le Conseil, comme tous les juges qui appliquent des textes un peu imprécis, a de toute façon, lui, une marge d'appréciation absolument colossale. Est-ce qu'il en fait usage? Est-ce qu'il n'en fait pas usage? C'est de la politique jurisprudentielle. On peut peut-être s'attendre à des surprises en fonction de l'interprétation que fera le Conseil constitutionnel. Ce que vient de dire Marie Le Pourrier est parfaitement vrai. Je réintroduis quand même ce qui, de mon point de vue, est un indice, c'est-à-dire malgré tout la décision qui a été rendue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité il y a quelques mois. On ne peut pas imaginer que le Conseil n'avait pas à l'esprit que peut-être viendrait dans le débat parlementaire à un moment ou à un autre cette question du mariage dit pour tous, en tout cas entre personnes de même sexe. D'autant qu'il faut rappeler que par exemple en Espagne, le débat a eu lieu il y a quelques années, que le tribunal constitutionnel espagnol vient de rendre une décision sur ce sujet. Et donc, j'ai la faiblesse de penser que s'il avait la France souhaité... s'inspirer de ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qu'avait l'air de dire hier le doyen Gélard. Alors, la France... il y a d'abord une histoire espagnole, j'allais dire, particulière, qui est d'abord liée à sa tradition et au fait que sans doute on pouvait peut-être imaginer que l'Espagne serait un des derniers pays, notamment compte tenu de la présence de l'Église catholique, à adopter cette réforme. Ce qui est sûr, c'est qu'on disait beaucoup qu'il y aurait une inconstitutionnalité déclarée par le tribunal et que finalement le tribunal, dont la jurisprudence est effectivement dans la méthodologie, même si la procédure n'a rien à voir, parfois assez proche de celle du Conseil, nous dit qu'il n'y a pas de difficulté. Et donc, encore une fois, juste pour terminer sur ce principe fondamental, je pense que le Conseil, s'il l'avait voulu, ça ne veut pas dire qu'il ne le voudra pas demain, mais s'il l'avait voulu, aurait eu une occasion de consacrer le dit principe et donc, par anticipation, en quelque sorte, de verrouiller les choses. Peut-être que s'il n'a pas fait, c'est qu'il il faut voir quand même qu'il répondait à une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il a écouté un débat contradictoire avec des arguments sur une question posée dans un sens. Il n'a pas eu affaire à des arguments contradictoires sur la question dans l'autre sens. Donc, jamais le Conseil constitutionnel ne peut dire j'ai préjugé, c'est préjugé. Parce que, précisément, il n'a pas entendu le débat contradictoire sur la question inverse de celle qui lui était posée à l'époque. Donc, en principe, il n'a pas entendu peut-être un certain nombre d'arguments qui viennent d'être développés au Sénat et qui devraient peut-être le faire réfléchir. Rapidement, est-ce que le fait de repousser tous les amendements sur la PMA ou la GPA permet aux sénateurs de se protéger d'une censure du Conseil constitutionnel ? Pour ce qui est de la censure constitutionnelle, je dirais oui. En revanche, d'un point de vue politique et juridique, dire que le débat sur la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui est nécessairement un autre débat, je pense, est faux. Est faux. Parce que, d'ailleurs ça a été dit à l'instant dans le reportage que vous passiez, le statut lié au mariage impose, dès lors que le mariage est reconnu, à ce qu'il n'y ait pas deux mariages différents. Et donc, par définition, ce dont bénéficient les couples mariés, qu'ils soient, si on reconnaît le couple marié de même sexe, de sexe différent ou de même sexe, devra être identique. Or, pour ne prendre qu'un exemple, la procréation médicalement assistée est ouverte aux couples de même sexe, de sexes différents, couples hétérosexuels, dans des conditions qui sont aujourd'hui cadrées par la loi. Et par le Conseil constitutionnel. Et il est probable que la Cour européenne des droits de l'homme, notamment si elle devait être saisie de cette question, répondrait qu'il n'y a pas de raison qu'à statut juridique identique, les droits ne soient pas identiques. Alors, je précise quand même une chose, quand on dit la PMA n'est pas dans le texte. L'adoption qui est dans le texte va s'appliquer concrètement à qui actuellement? Madame Belkacem l'a reconnu dans une interview à Causeur, à ce qu'on appelle les bébés Thalys, c'est-à-dire à des enfants qui ont été faits à la suite d'insémination en Belgique. Donc, en réalité, ce texte valide rétroactivement et encourage au tourisme procréatif en Belgique. Donc, en fait, la PMA est bel et bien dedans, mais sans le dire. Très bien. Eh bien, écoutez, en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que l'opposition saisira le Conseil constitutionnel. Merci à toutes les deux d'avoir été sur ce plateau.